Et bah c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ouais. Coucou, Coucou guys. guys. On a toujours pas d'intro, Toujours pas. donc ça commence comme ça. Ouais. Aujourd'hui j'ai trop hâte. Donc désolé, on vous dit bonjour quand même. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, j'ai envie de dire. Bah ça va être une vidéo cute. Ouais, Un peu j'espère. divertissante et tout, j'espère. On espère que vous Ouais. allez aimer. Mm. Peut-être un format qui reviendra s'il vous Ouais, plaît. si ça vous plaît, ouais. Euh, J'espère que ça vous plaît parce que moi je kiffe. ouais, moi aussi. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que on a sélectionné 3 œuvres cinématographiques, donc films ou Chacun. séries. Ouais, chacun. On aimerait en fait faire, c'est justement aussi amener la mode aussi dans les Voilà. séries, dans les films. Donc on va commenter un petit peu Exactement. les tenues des personnages, tout ça. Enfin, de toute façon, vous allez voir. Et surtout remettre à César ce qui est à César, c'est-à-dire Ouais. redonner la force aussi aux costumiers, Ouais, costumiers, costumières, aux costumières. stylistes Des séries, des qui films. ne sont... Donc Donc voilà, c'était aussi important pour nous de pouvoir mettre parler de la ce pan lumière. de la cinématographie qui n'existe pas forcément, par exemple Ouais, des acteurs, mm, du scénario et tout, mais c'est vrai qu'on parle moins des du travail, ouais, costumes. qu'il y a derrière, quoi. Donc voilà, après, évidemment, on pense aussi à toutes les petites mains qui travaillent Oui, derrière, les évidemment. assistants. Donc voilà, mais on s'est dit que ça pouvait être sympa comme petite série Ouais. d'épisodes qui reviennent de temps en temps. Peut-être que vous allez voir différemment, peut-être les films et les séries. Voilà. Voilà, je sais pas si t'as Voilà. quelque chose à rajouter pour cette Non, moi petite j'ai trop hâte. introduction. Je sais pas comment on pourrait commencer. Oui, on aura nos téléphones avec nous, guys, parce que du Oui, coup, on a désolé, pris du des coup, parce qu'on a notes. pris des notes et qu'on connaît pas non plus tout par cœur. Voilà. Donc c'est moi qui ouvre le bal. Moi je vais vous présenter la série Two Broke Girls. Vous dire mais la mode là-dedans. Alors si vous la connaissez déjà la série ou pas, dites-le moi d'ailleurs parce Ouais. que c'est pas Pitch si une peut-être un peu série. vite fait de quoi ça parle Ouais, en deux, alors trois en mots. gros ça parle de Caroline Channing et de Max Black qui sont en gros deux serveuses et en gros ça tourne autour du fait que Caroline Channing est une ancienne riche littéralement qui devient eh bien prolétaire. C'est les mots qui sont employés dans la série, hein, c'est pour ça que je me permets. En gros, ils vont avoir un objectif et je vous laisserai savoir quel est Voilà, l'objectif dans la série. regardez la série. Et Ça reprend un petit peu le mood des. c'est un sitcom. Voilà, une Ouais, sitcom, ouais. exactement. C'est une sitcom qui est basée vraiment sur l'humour, sur le Ouais. sarcasme, mais beaucoup d'humanité quand même. Mm. Et ça critique forcément énormément la société Ouais. capitaliste. C'est vrai que c'est une série où, à premier abord, on se dit pas ah les vêtements, le Ouais, la style, mode. machin et tout. Enfin voilà. Et pourtant, au final, c'est vraiment ce qui donne le cachet et surtout l'histoire en Mm. fait de la série. C'est-à-dire que les vêtements, là, pour le coup, ont une réelle importance. C'est Euh, vrai, donner une identité visuelle, parce que tu oui, vois, pour moi, tu me exactement. dis tout brogueur, je les vois dans leur tenue de travail et tout. Exactement. Et bah tout ça a été pensé et tout ça a été justement stylisé et costumé par Tracy Gigi Field, Ok. donc qui a conçu l'entièreté des costumes sur les 6 saisons. Vraiment avoir deux héroïnes très distinctes, hein. Donc on va avoir Max Black qui elle est vraiment dans des tenues très un peu, je vais pas dire austères, mais très C'est la brune ou la c'est blonde? la brune. Ok. C'est la brune. Elle a un style vraiment très vintage, très seconde main. Ouais. Très. Faut savoir que la série tourne aussi sur le fait qu'elles n'ont pas d'argent, donc vraiment sur du fait main, du découpé, du machin. Et c'est vraiment une volonté d'ailleurs de la styliste, donc de Tracy, parce que faut savoir que la plupart des vêtements qui ont été utilisés dans la série viennent de friperie justement et viennent de sur Max Black. C'est vraiment Frappant. frappant. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est ça qui donne vraiment l'identité Ça, de ça date de Max. quand la série Eh bien, elle Parce que moi je l'ai pas date vue, je suis de désolée. 2012, il me semble. Il y a Il y a cette une grosse volonté info. justement de critiquer la surconsommation, donc Ouais. c'est vraiment une idée parfaite pour cette série. Mais en plus, elles sont pas serveuses dans un Si, fast-food. si, si, je vais Donc y c'est super venir. marrant le. Ouais. Ouais. Ensuite, on va avoir donc le personnage de Caroline Channing, donc Donc c'est la la blonde. blonde, c'est ça, qui donc elle est une ancienne personnalité publique, les élites, elle Ouais, vient d'une famille riche. très riche, Mm. voilà, de Martin Channing, enfin voilà, qui a escroqué tout le monde. Enfin bon, bref, je vous laisserai aller voir l'histoire. Et en gros, tout son vestiaire et ses habits ont été inspirés
de la garde-robe de Caroline Bessette, qui est donc l'épouse du fils de John Fitzgerald Kennedy. Donc John Fitzgerald Kennedy Jr. Junior, exactement. Mm. Et donc, ça reflète, entre guillemets, son passé. Alors, donc là, vraiment, les vêtements vont vraiment parler de leur situation. Ouais. Il y a vraiment du coup la garde-robe de la Exactement. blanche riche et la garde-robe de la brune un peu bohème. Et des extraits que j'ai pu voir, je trouve que ça reflète aussi pas mal leur personnalité. Ouais. Tout est tourné justement autour de ça parce que Caroline va rester très fluette, voilà, très dans la superficialité, mais va changer en gros grâce à Oui, Max, forcément, Max, ses fréquentations. qui Max va lui, entre guillemets, apprendre ce qu'est la vraie. Alors pour revenir du coup sur les personnages principaux, donc il y en a 5. Donc on a déjà donc les deux filles, donc Caroline et Max. Donc Caroline plus un style donc du style de l'Upper East Side, mondain, blanc, riche, mais déchu du coup. Voilà. On va avoir donc Max avec très street. Ouais, un peu bobo, bohème. Exactement. Ensuite, on va avoir Sophie Kunchenski. Elle, c'est le fantasme du bling. C'est vraiment, on est dans une certaine ostentatoire, tu vois, mais toujours dans la gaieté. Toujours dans c'est hyper mignon, c'est hyper kitsch. On est dans l'extrême de la superficialité. Ouais, exactement. Donc en fait, on reste vraiment dans une personne très parodique. Ouais. Très exagérée. Voilà, c'est son style. Bah, on sent la parodie de la femme soviétique. Femme d'un riche homme. Exactement, parce qu'en fait, elle vient de Pologne. Donc c'est une immigrée polonaise qui est venue en Amérique, aux États-Unis, exactement, pour se refaire. Il y a vraiment ce truc de la femme exagérée, chirurgie esthétique, les gros seins, les grosses boucles d'oreilles, on est vraiment dans la caricature, exactement. un peu une bimbo riche, pas la bimbo qu'on pourrait, parce qu'il y a plusieurs types de bimbo, tu sais, t'as la bimbo plus street, je vais en y revenir justement à et t'as la bimbo vraiment très riche, très Pamela Anderson, c'est ça. Ouais, avec le léopard, tout ça. Ouais. Je l'adore. Enfin, il y a un autre personnage, c'est Oleg Gulitchensky, qui, lui, est vraiment dans l'autodérision de la virilité. C'est vraiment le stéréotype ultra grotesque de ce qu'est. C'est volontairement ringard pour accentuer vraiment son truc un peu machiste. Mais au final, il est tout sauf... mascu, etc. C'est-à-dire que vraiment, ça donne l'impression vraiment que c'est le mec, vraiment, il a un humour très gras, il est très, très, voilà, c'est pas le type de parler, de voir ou ne serait-ce que de respirer. Et pourtant, en fait, c'est quelqu'un de profondément humaniste, de profondément comme ça. Enfin voilà, en fait, c'est un homme très déconstruit, mais qui se cache derrière une certaine virilité. Ouais, une armure. C'est ça. Voilà. Et alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que en fait, ces esthétiques, elles se croisent pas. Tu vois, c'est pas des esthétiques qui vont ensemble, qui matchent. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, eh ben, on a des styles, on a des tendances qui sont complètement à l'opposé de l'une d'elles. Et donc, dans la vie de tous les jours, on croise de nombreux styles différents. Ouais. Et donc là, pour bien. En fait, on va exacerber les personnalités à travers le vêtement. C'est très sitcom que de faire ça. On le voit moins dans les séries plus traditionnelles, j'ai l'impression. Mais dans les sitcoms, on a vraiment ce truc où, comme les personnages sont assez récurrents, on va avoir des caricatures, des archétypes presque. Au niveau, donc toujours des vêtements, ce que ça va donner un peu à la série, c'est que, par exemple, on va donner des indications sur l'aspect des personnages. Donc on a Caroline Channing, qui est souvent en Chanel, en Hermès, qui va avoir toujours des tenues très propres sur elle, très voilà, et qui va montrer entre guillemets le fait qu'elle n'a pas compris qu'elle n'était plus riche, qu'elle ne faisait plus partie de ses codes sociaux, et elle va quand même rester malgré la pauvreté en fait dans ces codes-là. Et il y a aussi une volonté parfois, c'est de montrer un peu plus dans l'intimité parce qu'on les voit dans leur appartement parfois, et quand ça va pas, quand elle est vraiment en down total, elle est en pyjama, elle est pas coiffée, elle est pas maquillée. Ouais, une rupture dans le style traditionnel pour manifester justement de la psychologie des personnages. Mais c'est marrant parce que tu parlais de quand elle est triste, le pyjama, c'est un archétype qu'on retrouve souvent dans les films et les séries. Ça montre bien que aussi dans
dans ces moments cinématographiques, on a vraiment une importance du vêtement pour traduire quelque Ouais. chose, des choses qu'on n'a pas forcément le temps de dire ou de revenir trop dessus. On va le traduire à travers le vêtement, dans les changements, Ouais, c'est totalement que ça. ce Ouais. soit au niveau des couleurs, des formes, des coupes ou Mm. des tendances. Et donc là, le pyjama, c'est quand même un archétype qu'on retrouve assez souvent. Je pense notamment à Bridget Jones, Oui, où on a justement cet archétype du pyjama devant la télé, avec des pop-corn. des Ouais. pop-corn. Donc ouais, Ouais, c'est assez c'est marrant. clairement ça en Ouais. plus. Ouais. Et on a aussi l'uniforme de la serveuse qui revient Oui. beaucoup forcément dans la série puisque ça tourne autour de ça. Et donc là, Qui est jaune et rouge, si je me jaune et trompe pas. rouge, Ouais. exactement, pour ketchup mayo au final. Oui. Et donc là, on va vraiment voir cette symbolique en fait de remise en question sociale où du coup elle est obligée de le mettre, on le voit dans la première Mm. scène où elle est tout en Chanel et on lui oblige à mettre son Son costume, uniforme, ouais. enfin son uniforme de serveuse. Et en fait, elle, tout au long de la série, elle va le styliser, c'est-à-dire qu'elle va le couper plus court. Elle va le refaire à ses épaules, elle va garder son collier Chanel, elle va remettre une ceinture en laiton, enfin tu vois, elle va vraiment garder son esprit, mais avec L'uniforme. l'uniforme de serveuse. Mm. Et on a pareil d'ailleurs avec Max, qui, Max, du coup, est une personne très exubérante, qui, elle, son costume, pareil, il est coupé au niveau du décolleté parce qu'elle a des seins assez proéminents. Et toute la série se tourne autour de ça, justement. Et donc, son truc est dézippé, on voit son soutif, enfin... Ouais, on voit à quel point. C'est ce qu'on disait notamment dans le premier épisode, ouais, l'idée de la tendance et du style, où exactement. là on a la tendance imposée de l'uniforme. D'ailleurs, l'uniforme qui reprend un petit peu les codes plus anciens, Mm. des diners des années 70-80. Ouais, c'est ça, bah c'est ça. Mm. Et on voit le style qui est apporté par les filles dans la Mm. manière dont elles vont transformer cet uniforme pour l'adopter à leur À leur personnalité, personnalité. leur manière d'être plus simple Mm. pour Max, avec l'idée que c'est pas grave de montrer son soutif ou Ouais, ses je s'en seins, et fous. plus de complexité pour Pour Carole. Caroline, c'est ça. Là, on a vraiment une stratégie très efficace au niveau du vêtement où, bah, comme on le disait tout à l'heure, les styles et le personnage, le caractère du personnage est vraiment ancré avec le style et on les reconnaît tout de suite. C'est-à-dire que même ma mère qui a dû regarder un ou deux épisodes avec moi, On lui fait la bise. voilà, quand on voit, enfin quand on entend ne serait-ce que la voix de Sophie par exemple, on sait tout de suite dans sa tête Où on comment a elle va une être habillée. représentation, on a une image. Exactement. Et Ouais. c'est pareil sur tous les personnages. On va avoir donc la bimbo, la working class, la bourgeoise ruinée, le maître lubrique, sur deux styles Ouais. en particulier, donc des deux personnages qui, pour moi, sont les meilleurs personnages de la série. C'est celui de Oleg et de Sophie. Parce que Sophie, elle ne passe pas inaperçue. Jamais. C'est-à-dire que même quand elle arrive, il y a des applaudissements du public, il y a vraiment tous Ok. des gens qui hurlent et tout. Donc vraiment, à chaque fois qu'elle est là, elle en impose et donc forcément, ses robes ressortent énormément. Elles sont brillantes, elles sont strassées. Il y a du léopard, il y a du zèbre, il y a du Mm. lion, il y a tout ce que tu veux. Elle a des gros manteaux de fourrure, elle mélange le velours, elle mélange toutes les textures. Elle a des talons de 18 centimètres avec que des strass, des nœuds, des paillettes, plus son sac, plus ses accessoires, plus son maquillage, plus sa coupe de cheveux. Enfin, c'est vraiment La la bimbo par bimbo excellence. par excellence. Ces robes sont souvent du coup en lycra, en velours. On retrouve beaucoup de synthétique et du vinyle. On a vraiment cette volonté de montrer quelque part un peu ses formes parce que c'est une personne qui est très grande, qui est très forte, qui est très imposante, lui donne énormément Bah, ça de souligne pouvoir. justement C'est ce ça, caractère-là. exactement. Et ensuite, Oleg Gulitchevski. Donc lui, au niveau de son style, on va retrouver beaucoup de débardeurs moulants Ok, avec des rayures ou alors totalement transparents, ok. voilà, qui laissent apparaître son torse. On va avoir des échancrures au niveau des pecs, enfin qu'il n'a pas, mais au niveau des pecs, au niveau des bras. Parfois ils sont trop petits, parfois ils sont trop longs. C'est à la fois ce double objectif de jouer sur l'idée de la masculinité qui, dans les Ouais, années 80, beaucoup ont cette idée de dévoiler les exactement. muscles, le torse, et en même temps de montrer qu'ils ne respectent pas les codes Mhm, du corps c'est ça. masculin, viril, musclé. Au niveau de ses pantalons, il porte beaucoup de simili-cuir, il porte beaucoup de velours,
Et tout ça est mélangé avec toujours ces espèces De de débardeur. débardeurs. Donc d'un point de vue beaucoup plus global, en fait, c'est une série très sarcastique. C'est une série très sarcastique qui montre la complexité sociale du monde et de la société et que tout le monde peut se retrouver sur un même endroit et donc notamment là un petit fast-food de Brooklyn que tous les milieux peuvent se mélanger, qu'on peut s'adapter à certains milieux et surtout je pense ce qui est important c'est que chacun a quelque chose à raconter et qu'elle peut apprendre de tout le monde Hmm. et grâce justement à ce style, enfin à ces styles très différents. Donc vas-y, moi j'ai hâte de Écoute, savoir ce que toi tu vas me proposer. alors moi, du coup, j'ai choisi un film. C'est mon film préféré. Alors, pour tous les grands passionnés de cinéma, je suis désolée, ce n'est pas un film exceptionnel. Mais moi, c'est plus les images, l'histoire et en fait les costumes que j'ai aimés. Euh, je sais pas si c'est un film à. Je pense pas qu'on puisse considérer ça comme un film à costume, mais je trouve quand même que il y a eu un travail fou. Je vais parler d'Alice au pays des Oh merveilles. my god. J'adore ce Lequel? film. Donc la costumière, c'est Colette. Et elle s'est beaucoup inspirée des images qu'avait fait Lewis Carroll Hmm. à l'époque où il a publié. Et donc du coup, elle s'est notamment énormément inspirée donc de l'Angleterre, forcément, puisque Alice au pays des merveilles a été écrit en Angleterre, sous l'ère victorienne. Donc elle a repris les codes victoriens et elle a insufflé une modernité, une excentricité beaucoup plus neuve en déconstruisant parfois certains archétypes de la mode. Elle s'est aussi inspirée de la mode élisabéthaine et donc bah, là, je vais contraster énormément avec la série que tu as présentée, mais du coup, on est vraiment dans une mode du passé Hmm. qu'elle tente de réactualiser dans un film. D'ailleurs, la pop culture s'est beaucoup après réemparée Ouais. de la mode un peu food. Au-delà de juste du travail de mode, je tiens aussi à souligner le travail des maquilleurs, maquilleuses, des coiffeurs, Ouais, coiffeuses, dingue. parce qu'on n'en parle pas aussi assez, tu vois. Et c'est important de mettre en avant parce que ça fait l'entièreté. Dans ce film en particulier, on parlait de l'évolution des personnages dans la série. Dans ce film en particulier, on a vraiment cette idée que le costume vient souligner l'évolution des personnages au fur et à mesure de l'histoire. Donc, comme j'ai dit, ça s'inspire des modes du passé. Et on a des évolutions des costumes des personnages en fonction des scènes, et notamment, surtout, le costume d'Alice qui change Oui, énormément de qui fois. évolue beaucoup, ouais. Et ça, c'est lié notamment aussi à l'histoire, Mm. avec tous les trucs de rétrécissement, d'agrandissement. Mais on a un costume qui évolue énormément, donc on a eu plusieurs costumes pour Alice, et ça retranscrit son. On commence avec la robe bleue Ouais. pour Alice. On vous mettra des photos très ajustées au niveau du corps, avec un élargissement au niveau des hanches, très mode 19e, cour victorienne. Euh, Au-delà de ça, on a aussi tous les personnages autour, au mariage, au tout début, Oui. qui sont vraiment habillés dans l'ère victorienne. On a du froufrou, ils sont dans des matières un peu plus nobles, parce que c'est aussi des personnes de Ouais, l'aristocratie, c'est ce que hein, j'allais dire, ouais. donc forcément, on a des tissus qui sont plus riches. Donc on a cette robe bleue, on a donc une jupe ample en cloche qui est un petit peu modernisée avec notamment des tissus un petit peu plus satinés, plus brillants qu'on pouvait avoir à l'époque. On va avoir des superpositions de jupons aussi pour apporter du volume, mais pas de lourdeur, avec des crinolines qui étaient en vogue beaucoup Oui. dans les cours à cette période-là. Vraiment l'objectif c'est de se réapproprier la mode et de la redynamiser, la réactualiser. Et donc on est sur des couleurs qui sont assez pétantes au début, puisque on est sur un personnage qui est en fait assez niais, même s'il est un peu, c'est une figure dans la transgression. Alice, hein, quand même assez rapidement, mais c'est un personnage qui n'a pas tant d'expérience que Mm. ça quand le film débute. Et on va voir au fur et à mesure du temps qu'elle va Qu'elle acquérir prend en maturité, hein. au fur Ouais. au fil des épreuves qu'elle va traverser dans ce film-là en particulier. Sa tenue va changer puisqu'elle va grandir effectivement avec les expériences qu'elle va vivre. Et donc ça nous amène, et donc on va avoir ce bleu
qui revient dans les robes d'Alice et même dans la représentation traditionnelle. On voit beaucoup Alice Oui, en bleu. On va avoir un bleu dans le film de Tim Burton qui va se ternir au au fur et à fur et à mesure mesure. parce qu'il y a cette idée que elle prend en âge, en maturité et que donc du coup on est moins dans cette innocence, on est moins dans cette pureté. Là où il y a eu un gros travail d'Atwood sur ce personnage, c'est justement, j'en parlais, sur ces moments où elle mange le gâteau, où elle boit la potion, où elle grandit, elle Mm. rapetit. On va jouer beaucoup sur une forme de comique de répétition autour du vêtement trop grand ou trop petit. On va avoir notamment le moment où quand elle est dans la cour de la Reine Rouge, elle devient géante parce qu'elle mange du gigant cake et que il faut lui faire des vêtements avec les rideaux qui nous renvoie aussi un petit peu à l'innocence, mais aussi au parcours d'évolution du personnage. Mm. Petite, grande, on voit l'évolution vers l'âge adulte. Et il y a aussi cette idée un petit peu de folie qui revient parce qu'on est dans un monde merveilleux et donc forcément on peut avoir des personnages qui font trois. Voilà, et donc on a un travail vestimentaire qui est extrêmement intéressant et qui va jouer justement autour du personnage. Et donc du coup c'est hyper intéressant au niveau de la mode. Je trouve que quand elle est dans la salle du trône de la Reine Rouge, qu'elle est assise et que c'est les singes qui la portent, je trouve qu'elle a un look très punk, très Vivienne Mm. Westwood, avec ses jupons un petit peu déstructurés, déchirés. Par ailleurs, une de ses tenues finales, entre guillemets, en tout cas dans ce processus d'évolution, c'est bien évidemment l'armure du chevalier blanc qu'elle porte pour affronter le Jabberwocky. Très Balenciaga. Très effectivement le défilé de couture Balenciaga. Et donc, ça montre qu'on est vraiment, on a créé vraiment une rupture avec justement l'enfance, puisque ça devient un soldat Mm. au service de. Et donc voilà, on a vraiment une évolution narrative du personnage qui se traduit extrêmement visuellement à plusieurs reprises dans le film. Et ensuite, elle revient à la réalité et dans la calèche, elle remet justement en question l'idée des modes traditionnels, de savoir qui peut ordonner ce qu'on doit forcément porter. Donc on a vraiment un personnage de la transgression qui Mm. évolue au fur et à mesure. Et ça, on a vraiment un personnage qui évolue et ça se traduit énormément dans le vêtement et c'est hyper intéressant. Au-delà du personnage d'Alice, on a bien évidemment sans doute un de mes Le personnages chat. préférés. Alors bien évidemment, ce qui fait beaucoup le personnage, c'est tous les effets de maquillage au niveau de la tête et cette perruque de cœur qui est assez exceptionnelle. Mais c'est aussi et essentiellement cette reprise Mm. d'Elisabeth Ier, notamment dans ses tableaux les plus connus, avec justement tout ce qui va être les manches jabots, les fraises, les jupons, les gros volumes très élisabétains. On va serrer la taille, on va gonfler au niveau du reste du corps, les bras, et c'est à la fois pour montrer le faste de ce personnage-là, puisque bah, on le rappelle, celle qui gouverne sur le royaume. C'est aussi un personnage qui est dur, donc ça nous renvoie à l'histoire d'Elisabeth Ier, qui refusait catégoriquement de se marier avec un homme, alors qu'à cette époque-là, elle était obligée de le faire. C'est une des premières femmes à régner sur le royaume anglais d'une main de fer. Elle a régné pendant très longtemps. Et donc on reprend un petit peu tous ces codes vestimentaires pour montrer justement qu'on est face à un personnage qui est puissant, qui est fort, qui a du charisme. Et donc c'est là où vraiment la mode. Et bien évidemment, on est dans des tissus extrêmement précieux, extrêmement riches, le velours, le satin, le brocart. Donc on est vraiment dans cette manifestation de la richesse et du pouvoir, avec cette tête qui est Énorme. surdimensionnée, qui est énorme. Et donc ça, c'est pour souligner aussi la mégalomanie du personnage. Et donc c'est extrêmement drôle d'avoir utilisé Elisabeth Ier comme référence, puisque bah, c'était une des femmes de pouvoir de. Voilà. Dans les commentaires, vous avez intérêt à dire que c'est aussi votre personnage favori. Voilà, je vous laisse. Et bien évidemment, un autre personnage qui est assez mythique et iconique de ce film-là, le Chapelier Fou, forcément. Mm. Donc lui, il reprend pour le coup des codes vraiment très punk, avec des tissus très déchirés, très usés, des tissus qui sont assez sombres, qui évoluent aussi en fonction de l'humeur de personnage. On le voit notamment dans le deuxième film qui est plus centré sur lui, mais on a vraiment un peu à la Galliano, je trouve, de Mm. superposition de matières différentes, de couleurs différentes.
Et on a bien évidemment ce haut de forme qui est très période victorienne, avec justement le dandysme anglais, costume 3 pièces, haute forme, noir. Et donc c'est un accessoire aussi extrêmement important pour lui, puisque c'est un moyen de transport dans ce royaume. Et c'est aussi sur lui et sur ses vêtements, on voit aussi son métier de chapelier, de travail de la mode, puisque c'est la mode dans la mode. Il est chapelier, et donc il produit des créations. Et, euh, et on le voit sur ses vêtements, c'est très souligné. On voit des bobines de fil, des paires d'aiguilles, des épingles à cheveux. Donc voilà, on a vraiment un patchwork sur ses vêtements, sa queue de pie. Enfin, on est vraiment sur un personnage un peu clownesque aussi. Ça s'inspire beaucoup de la tradition du clown, notamment au niveau du maquillage, de ses chaussures. Et donc c'est de par sa tenue, on sait que c'est un personnage qui a pour objectif de faire rire et de divertir, et que c'est un personnage aussi qui est dans l'univers de la mode. Donc encore une fois, le vêtement traduit de la psychologie du personnage et de sa fonction aussi dans l'œuvre. Et donc voilà, après pour plus grossièrement, voilà, globalement les personnages s'inspirent des époques élisabéthaines et victoriennes. Et du coup, comme je disais en introduction, ça a pas mal influencé la mode après. Donc c'est vraiment c'était pour moi vraiment un film très important du point de vue mode, de pouvoir parler Dans la culture de ce pop, petit, oui, ouais, dans la très culture pop, important. très important. Voilà. Écoute, je te propose d'enchaîner avec Ouais, ta deuxième série ou ton deuxième film. allez, bah ça va être un film. Ok. Ouais, et pas des moindres. Oula. Et surtout, ça va être très sensationnel, je pense. Enfin, pour moi en tout cas. Alors du coup, c'est quoi ce film? C'est Mommy de Xavier Dolan, Ok. créé Euh, par Xavier Dolan, du coup, qui est, Jamais vu. et d'un point de vue stylistique, d'un point de vue métaphorique, au niveau des vêtements, au niveau des coupes, etc. Qui est très très. Donc en fait, dans les films de Xavier Dolan, il y a vraiment une importance au niveau du vêtement. Il faut savoir qu'il va collaborer avec Xavier Desrosiers. J'espère que ça se prononce comme ça. De toute façon, Denis, tu me le mettras là. Ensemble, ils vont vraiment créer des scènes qui vont exploiter et le film et le vêtement en même temps. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est parce que les visuels, de toute façon, vous allez les voir, les visuels, ils sont très. Il va avoir la main mise sur tous les personnages parce que c'est le style de Xavier, c'est de euh, tout faire dans ses films. Il va faire l'acteur, enfin pas dans ce film-là, mais il va faire l'acteur, il va faire le costumier, il va faire le styliste. Et on va avoir plusieurs personnages. On va avoir donc les trois personnages assez centrales en fait, parce Ouais. qu'il n'y a pas beaucoup de personnages On va avoir Kila ou Kyla, je sais pas trop comment ça se prononce, j'ai plus la prononciation en tête, mais qui est une femme très discrète, qui est la voisine en gros des deux personnages principaux et qui va être là un peu pour un certain intermédiaire en fait, des confessions. Elle va être quelqu'un de très. On va vraiment retrouver beaucoup de blouses très rigides, de pantalons très droits. Enfin, on a vraiment une esthétique très De la cloisonnée, de froideur. la froideur, c'est ça, mais avec quand même une petite touche de. Tu te sens bien avec elle, tu vois. Donc, ensuite, on va avoir l'un des personnages principaux, parce qu'il y en a deux. Donc là, on va avoir Steve. Euh, Steve Desprez, qui va lui être un gars perturbé. Il sort en gros, pour vous expliquer vite fait l'histoire, il va sortir d'un hôpital psychiatrique pour revivre quelque temps avec sa mère pour faire un essai et voir si ça va fonctionner. Donc on a vraiment toute une métaphore autour de son vêtement où il va avoir quelque chose de très loose, des vêtements qui semblent comme flotter sur lui. La flottaison est vraiment omniprésente en fait avec ce personnage parce que le vêtement traduit vraiment le fait qu'il n'arrive pas à se projeter dans une classique, enfin dit classique en fait, et à se mettre dans un, un personnage. En fait, c'est ça, c'est qu'il a une enfance volée en fait quelque part, donc il va avoir vraiment des t-shirts un peu enfantins, parfois très skate. En fait, il va vraiment À la jongler entre. vêtement, un peu à la Ouais, c'est Balenciaga. exactement, mais de façon très lugubre, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, on a tic tic tic, le personnage principal qui est Diane, pas Pernet. Diane Parnay, Diane Desprez, donc qui est sa mère du coup.
Alors, c'est une mère flamboyante, hein. C'est une mère qui est à la limite de la vulgarité dans la manière dont elle va parler, dans la manière dont elle va se tenir, même dans la manière dont elle va ajuster ses vêtements. Mais c'est quelque chose de très émotif en fait. C'est pas du tout une volonté quelque part de sexualiser le personnage, c'est plus une volonté de montrer à quel point c'est une mère qui est dépassée et qui veut vraiment faire quelque... on a vraiment la féminité comme bouclier. Donc, elle va se protéger en gros du malheur de son, mais toujours en étant, en essayant d'être une mère hyper joviale. Donc, elle va vraiment cacher sa noirceur et sa profondeur derrière des vêtements très pailletés, très Très colorés, coloré, ouais. très exubérants, très, tu vois, un peu à la Sophie en fait au final. Très 90. Exactement. Et mais pour cacher ce noir quoi, qu'il y a derrière tout ça. Euh, Donc là où on avait une transcription jusqu'à présent dans ce qu'on disait très direct des personnages de leur état psychologique, de leurs origines sociales mhm, et tout. Là, on a vraiment un personnage qui, au contraire, a pour volonté à travers le vêtement de manifester l'inverse de ce qu'il peut ressentir. Et exactement. donc, c'est tenter de s'extirper de cette condition psychologique, psychiatrique Mm, du personnage à travers le vêtement. ouais. Et donc, le vêtement comme bouclier, justement, tu le Ouais, disais, c'est comme exactement ça. réassort émotionnel. En fait, son look, il va vraiment créer quelque chose d'assez saisissant. Parce qu'elle a l'apparence justement d'une femme forte, très sexy, très sûre d'elle, mais qui au final est totalement dépassée, qui n'arrive plus à suivre la vie comme elle est. Elle perd carrément des vêtements dans la rue. Elle casse des cintres. Enfin, c'est vraiment une explosion en fait chez elle, alors que dehors, en fait, elle est une femme tout autre et elle essaye de cacher une certaine vérité. Ouais, il y a une volonté de garder le C'est ça. contrôle. A contrario, on a du coup le style de son fils qui lui est un cri d'amour en fait, si on peut expliquer ça comme ça, parce que il veut être vu, il veut que sa mère le voie, il veut reconstruire ce qu'il a perdu en fait, et à travers le vêtement, il va montrer justement euh, que il n'est pas le fils parfait, il n'a pas grandi, il va jongler entre préadolescence, 17 ans il me semble. Il est dans l'âge de pouvoir faire ses choix, il est dans l'âge de toujours compter sur sa mère, mais de pouvoir... Ses vêtements sont souvent froissés, sont souvent tachés. Comme un enfant à qui on n'arrive pas à tenir à table, tu vois. Ouais. Il sait pas se contrôler et ses vêtements en témoignent justement parce qu'ils vont être déchirés. Il y a beaucoup de scènes justement où il y a des énervements, où le vêtement ressort vraiment une présence en fait, tu vois. C'est quelque Ouais, chose de très du très... détail psychologique. Ouais. Exactement, en fait c'est un film très psychologique en fait, plus que un film à juste regarder. À histoire. Ouais. Exactement. Au niveau de la mise en scène du vêtement, on est sur vraiment des extensions émotionnelles, sur une intimité et une esthétique qui ressort. On a déjà des marqueurs de classe sociale, forcément, quand même, faut quand même y venir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas riches, ils sont pas pauvres non plus, mais ils n'ont pas d'argent, quoi. Ils sont vraiment dans une classe moyenne faible. On peut pas dire pauvres parce qu'ils ont quand même une maison, ils peuvent manger, même si c'est compliqué. Mais du coup, ça ressort forcément. On a quand même l'impression que ça sort un peu de friperie. Bon, et d'un point de vue global, le vêtement, il est mis en scène avec des ralentis, avec des pauses très claires, des arrêts sur image, où on voit souvent une caricature de la mer, avec des vêtements très anciens, avec tout des couronnes de fleurs, avec des habits qui tombent du ciel au ralenti. On a cette volonté vraiment de donner... l'importance du changement avec le vêtement, c'est de se refaire un vestiaire avec les vêtements qui tombent et de vouloir évoluer sur quelque chose d'autre. Et on a cette scène de fin aussi, je vais pas vous spoiler, mais on a cette scène de fin aussi qui est très prenante avec des habits pour le coup médicaux où là on les voit s'envoler, on les voit s'éclater et on voit que il y a vraiment une distinction vraiment entre un univers social dans la vie de tous les jours et il y a un univers aussi très médical où là on va se rendre compte qu'en fait il y a une sorte d'enfermement et une sorte de ralentissement en fait de la vie et forcément du style qui n'y est pas présent puisque bah, on ne s'habille pas dans un hôpital, enfin Ouais, pour des on a raisons un évidentes. uniforme. Voilà, exactement.
Donc voilà pour le... Ok, j'espère que je l'ai Pourquoi bien pas. expliqué parce que c'est très dur à expliquer du... Et de dire à travers le vêtement ce qui n'est pas dit par la mise en Hmm, scène ou par le c'est ça. vocabulaire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de paroles. D'ailleurs, petit fun fact pour finir ça, le collier momie qui était offert à l'époque est créé par Agnès B. Alors moi j'ai parlé d'un film encore, Ouais, parce que je ne vais parler qu'exclusivement de films pour cet épisode. Peut-être que s'il y a d'autres épisodes, je prendrai voilà. des séries. Donc si vous voulez que je parle de séries, demandez-nous d'autres épisodes. Je vais pas là, c'est un gros nom du film quand Ok, même. C'est un gros nom du film. ouais, Je le prends parce qu'il est important du point de vue de la mode, ok. parce que la personne qui s'occupe bien de la mode. Mhm. Et que ça me semblait essentiel et qu'en plus c'est un courant de mode hyper intéressant et ça va m'amener en plus à mon troisième film. Je vais parler du cinquième élément. La personne qui a créé les costumes, je sais pas si tu sais, mais Je crois que j'ai une vague idée, mais vas-y. Jean-Paul Gaultier. Ouais. Et donc du coup pour moi ça fait succession à ce que je viens de dire sur Alice puisque les corsets, la mode élisabéthaine, tout ça. Donc vous voyez il y a une succession logique. Moi Ouais, j'ai alors que décidé moi... d'avoir trois films qui se succèdent dans une logique assez intéressante. Du coup dans le film Le cinquième élément on a vraiment une vision plus futuriste des choses. Enfin, ça se passe dans le futur de toute façon avec les voitures volantes. Et vraiment dans le futur. Et donc du Mhm. coup, là où Atwood devait repenser la mode du passé, Jean-Paul Gaultier a dû penser la mode du futur. Les vêtements fusionnent des références historiques, de l'excentricité, de l'anticipation. Et il faut savoir que pour ce film, Jean-Paul Gaultier a dû créer plus de 1000 costumes. Donc il a vraiment donné vie à un univers complet, bariolé, un peu fou comme il sait le faire comme il a su le faire dans ses défilés durant toute sa direction chez Jean-Paul Gaultier. Et il y a aussi une très grande importance des couleurs. C'est un film extrêmement coloré. Et pour l'époque, c'est vachement important parce que la couleur a à peine une trentaine d'années dans le cinéma. Donc, on est vraiment dans des moments où justement la couleur va être un indicateur de Ouais. cette idée de futurisme. Voilà. Et il va réutiliser ce qu'on appelait la mode futuriste, notamment qui a été développée dans les années 70 avec Raban, qui Oui. était le précurseur un petit peu de dans les personnages, alors je suis désolée, je vais beaucoup regarder mes notes. Vous devez vous en douter, je n'ai pas vu le film. Je prends beaucoup trop de risques là. Mais on a Lilo. Elle incarne un petit peu de ce que j'ai lu, tout ce qui va être audace, modernité. C'est le personnage principal, il me semble. Et donc elle va mener l'action. Une des tenues que j'ai vu le plus et qui est pensée comme la plus iconique, sa tenue avec les bandages posés de lanières blanches. Et c'est un clin d'œil à la fois aux momies d'Égypte et aussi au body art contemporain. Donc on a presque un vintage. Et ça met en valeur aussi un petit peu la vulnérabilité du corps, mais en même temps un corps qui est puissant. Ouais, c'est Non. une guerrière spatiale, ouais, je pense pas me tromper en disant ça. Même détective. Aussi une autre de ces tenues qu'on retrouve assez régulièrement dans les photos quand on cherche, d'ailleurs dans la photo que tu as vue, je crois que c'est ce qu'elle portait, c'est sa combinaison à bretelles moulantes dans des matières synthétiques. Donc, retour encore une fois Du au synthétique, futur. mode futur. D'ailleurs, le orange très tendance dans la mode futuriste des années 70. Euh, et donc c'est associé à tout ce qui va être forcément tout ce qui va être coloré, donc lumière, vitalité, énergie. Quand on voit un personnage qui est assez dynamique, et ça s'inscrit du coup forcément dans les traditions de la couture futuriste des années. Ensuite, un autre personnage, il me semble que c'est un personnage queer si je dis pas de bêtises. Donc Ruby Rhod, qui est un personnage queer qui reprend un petit peu les esthétiques de Lenny Kravitz ou de Prince. On retrouve beaucoup dans ses coupes, dans ses tenues un petit peu extravagantes. Il utilise beaucoup léopard, on le voit souvent. Il y a une scène notamment où il est dans une tenue léopard un peu moulante, mais en même temps très structurée au niveau du col. Donc on a beaucoup de tissus synthétiques, de plumes, de velours, de vinyle. On joue avec les volumes. Donc on a ces cols XXL, ces pantalons moulants, des accessoires démesurés. Donc on est vraiment dans un personnage exubérant. La caméra coupée, elle n'avait plus de batterie. Mais du coup, voilà, un personnage très exubérant, queer. Qui s'inspire voilà, des scènes de clubbing, de voguing, de la ballroom que tu adores nous resservir à chacun des épisodes.
Et Et oui, la donc, ballroom est c'est un partout. personnage de la flamboyance. Et voilà. Et ce qui est vraiment important, c'est justement ces tenues très, très exubérantes et très, très grandes, très grandiloquentes, qui traduisent aussi de son état d'esprit très, très festif. Je crois qu'il fait de la musique d'ailleurs dans le Oui, film, très il me semble. certainement. Et donc, vraiment, on a cette idée de la scène, de l'artiste Oui. qui lui peut se permettre un peu plus d'excentricité que. Ensuite, on a Corbin Dallas qui est un petit peu l'homme L'archétype, ouais. masculin par excellence, donc qui porte des vêtements utilitaires, des tenues plutôt militaires. Il a souvent un débardeur orange un peu moulant pour muler sa musculature, des pantalons cargo. Euh, donc voilà, on est dans des coupes sobres mais fonctionnelles. On est vraiment dans l'idée qu'on est dans un futur avec cette idée encore d'agent secret, de lutte galactique. Et donc, on a un contraste du coup entre le personnage que je viens de montrer d'avant et celui-là, où il y a vraiment genre le personnage Ultra queer. ultra Et queer et le personnage plus ultra masculin. sobre, Ouais. masculin, plus tendance. Enfin, voilà, on a vraiment. Et je vais te parler de la diva Plavla. Je l'adore. Plavla. Ah, plus dur les prénoms. Je vais te parler de la diva Là, pour le coup, on voit pas forcément les vêtements, puisque c'est un personnage bleu dans une robe bleue. On est dans une espèce de robe cocon, un petit peu protectrice, dans un bleu un peu métallisé, bleu ciel. Oui, donc cette Bleu. robe fluide, mais quand même qui est structurée. Et on a des volumes allongés, des matières brillantes qui rappellent un petit peu ce côté alien, un peu aquatique. Je trouve que ça pourrait renvoyer à des collections Mugler, tu Ouais, la vois, collection ou Aqua, du coup. Ouais. exactement, avec les méduses là. Avec le petit sac hippocampe. Denis, tu le mettras. Donc voilà, et puis on a un peu une dimension céleste forcément du personnage, puisque c'est une créature qui n'est pas Ouais. humaine, un peu hybride. Ça peut penser aussi à des personnages de Star Wars, tu vois, dans J'ai pas l'esthétique. regardé. Enfin, voilà, donc en tout cas, on est dans une robe qui est très structurale du corps, une robe très proche du corps qui suit les lignes de corps pour mettre en valeur aussi un corps non humain. Oui. Et donc c'est marrant parce que du coup ce film permet de penser la mode pour les extraterrestres. D'ailleurs c'est un peu précurseur dans ce type-là, de penser la mode au-delà du corps humain, au-delà des potentialités de nos corps à nous. On a vraiment une mode qui est complètement différente parce qu'on doit penser à des particularités physiques que pourraient avoir les extraterrestres, que ce soit en termes de couleur de peau, parce que du coup, bah, en Du colorimétrie, bleu. ça change complètement. Oui. Au niveau des formes, des volumes du corps, par exemple, je sais pas, des aliens à 6 bras. Enfin, voilà, on doit repenser le vêtement, et c'est ce que Jean-Paul Gaultier propose aussi dans ce film-là, c'est de pouvoir explorer Une des multitude modes de modes. différentes Mm. sur des corps différents. Des Il sort complètement des carcans sociaux puisqu'on est dans une société qui est complètement inventée. Donc voilà, je trouve qu'on est quand même dans une mode plus joyeuse Mm. parce qu'elle est extrêmement colorée. Encore une fois, on le dit, hein, c'est pour souligner le côté futuriste de la mode, mais on est dans une mode extrêmement colorée, assez diversifiée. Enfin, je trouve que c'est une mode vachement intéressante. J'ai pu voir. Et historiquement, il s'inspire du rétrofuturisme et de la BD européenne, de la mode utilitaire du cabaret aussi, notamment avec les personnages queer qu'on a évoqués, et du clubbing, du voguing, tout ça. Et voilà, on est à la fois on alterne souvent dans les personnages entre volume exagéré ou au contraire minimalisme, essentialisme. Voilà, c'était un film pour moi qui était quand même important, même si Ouais. je ne l'ai pas vu. Je le regarderai, promis, guys, je regarderai ce film, je dois le voir. Il est dans ma liste de films. Mais voilà, je crois que c'est un peu important d'en parler. Et puis moi, c'était aussi dans ma suite logique de films à présenter. Puis comme c'est Jean-Paul Gaultier qui avait fait les tenues, je trouve que c'était assez essentiel puisque c'est un personnage assez influent de la Oui. mode. Un peu. Juste Un tout un petit petit peu, peu. pas trop non plus. Écoute, je te laisse passer à ton dernier Ouais, film ou bah à ta ouais. dernière. Et bah c'est parfait Dis-nous parce tout. que justement, t'introduis bien le futurisme, etc. Laisse-moi deviner. Est-ce que ton film ce serait Matrix par hasard? Oui. Je te connais. Ouais, donc du coup, voilà, bah, donc, qui est d'une trilogie, du coup, depuis de 90. Alors, toute l'esthétique iconique de Matrix, qui a été repris et encore pris dans la mode contemporaine, elle vient de la costumière australienne. Alors, le style Matrix a vraiment transcendé la mode, je pense que ça tout. Ah, on a
des grands designers comme Demna Gvasalia chez Balenciaga qui l'a repris et qui a même fait carrément un hommage. Un hommage et une collection totalement en 2019 d'ailleurs. Voilà. Et donc ça témoigne vraiment de l'impact durable de ce film, enfin de cette trilogie culture, dans la pop culture et dans Matrix, tout le monde a vu le film quoi. Sauf moi. Le style Matrix, il est très reconnaissable, hein, trench en cuir, lunettes noires, oui, tenue monochrome noire en fait, hein, tout simplement, mais en fait au-delà de l'apparence, on a vraiment des choix vestimentaires qui sont très marqués avec... Je vais vous les présenter. Donc déjà, on a Neo. Alors, Neo, lui, il a une évolution stylistique dans... En fait, il fait pas partie de la Matrix, il va rentrer dans la Matrix. Donc, quand il n'est pas dans la Matrix, il est là en homme classique, limite très banal, l'homme qui travaille avec sa petite chemise, son petit pantalon marron et ses petits mocassins. Enfin, au fur et à mesure, ses vêtements, quand il va rentrer justement dans la Matrix, etc., vont devenir de plus en plus symboliques, de plus en plus structurés. C'est-à-dire que plus il a de pouvoir, plus la structure de son vêtement va s'intensifier. Donc avec des pantalons plus larges, tu vois, des lunettes, pareil, qui changent un peu. Enfin voilà, donc il a vraiment cette évolution sur certains. On a aussi Trinity qui est très importante, Trinity, puisque c'est une combinaison en latex noir. Alors elle fait qui invoque vraiment une certaine fluidité avec son corps. Il n'y a pas du tout de volonté de sexualiser l'actrice et le personnage. C'est vraiment juste une volonté de montrer le mouvement et de montrer que le corps est une extension du vêtement et que c'est les pouvoirs, la force, tout ça, tout ça. Elle est quoi, les agents secrètes? Donc la styliste pour Trinity a vraiment voulu montrer la puissance féminine plutôt que simplement sa sexualiser, quoi. Donc il y a vraiment une intention une corporalité de force plus exactement. Que liée à la volonté de séduire. Oui, exactement, il n'y a pas du tout l'idée. On va avoir Morpheus. Alors Morpheus, son manteau, il est en cuir. Donc lui, il va avoir très texturé, des petites lunettes à branches, donc toujours noires, hein, forcément. Comme tes lunettes Balenciaga. Eh ben non, justement. Ah ouais. C'est alors lui par contre il va avoir des couleurs parfois un peu plus riches. Il peut avoir un peu de bordeaux, il peut avoir un peu voilà de prune, voilà. Mais il va vraiment avoir un certain toujours des teintes sombres. Ouais, c'est ça, mais il va avoir un rapport avec ces couleurs un peu avec la royauté. Okay. Un petit peu, parce qu'il faut montrer qu'il est un peu mastoc, un peu fort, tu vois. Ouais, bah le rouge, symbole de puissance, de pouvoir, de exactement. Guerre. Exactement. Et ensuite, on va avoir l'agent Smith. Il y a des costumes pareil foncés, vert foncé, noir foncé, enfin tout est foncé. De toute façon, l'esthétique du film est très noir, très noir, très vert, très voilà. Ouais, je vois. Donc après, il faut savoir que lui, il a des clones aussi. Donc il y a des masques en caoutchouc qui sont utilisés. Moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur les personnages les plus importants, c'est-à-dire Neo et Trinity. Ouais. Donc on va donc avant la Matrix, c'est Thomas Anderson. Ok. Donc il a des tenues forcément très fonctionnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure. De la vie quotidienne. De la vie quotidienne. Donc voilà, donc c'est le symbolique vraiment de l'aliénation entre guillemets du système où il est perdu dedans, et il va pas en sortir. Voilà, ou un costume presque imposé. Ouais, c'est ça en fait, vraiment dans quelque part une certaine. Rentrer dans la matrice, et c'est là où on a une métamorphose littéralement en fait, où il va avoir des t-shirts noirs moulants, où il va avoir des pantalons très amples, où les manteaux en cuir sont très XXL, où il va avoir des comment on appelle ça, des lunettes, il va avoir des tenues un peu à la samouraï en cuir. Enfin, c'est vraiment une sorte de symbolique d'héros, enfin un héros symbolique, tu vois. Ouais, un peu un anti-héros. Exactement. Ouais, parce qu'il est très sombre, là où les héros sont souvent un peu. Et puis c'est très aussi l'archétype de l'agent secret, un petit peu infiltré. Ouais, totalement. Totalement. C'est vraiment sur ça. Oui, donc comme je le disais, son manteau s'élargit au fur et à mesure des époques, des saisons, enfin des films, quoi. S'élargit parce qu'il prend du poids, du muscle, ou s'élargit au niveau des épaules? Non, il s'élargit en fait au niveau des épaules, on le voit, il est de plus en plus ample, plus en plus long, plus en plus... Enfin, il prend de la place en fait. Il est beaucoup plus fastueux. Exactement, parce que quelque part, il prend conscience de ses capacités, de sa propre conscience, de son corps, il prend conscience qu'il est un humain à part entière en fait, et son vêtement va le montrer justement. Son identité et son corps vont s'élargir dans la matrice parce que il sort de Trinity maintenant, l'ange noir. Elle est vraiment entre héros et techno-rébellion. C'est vraiment des combinaisons ultra moulantes, très latex,
des bottes montantes de combat, bah, comme les Balenciaga, Que tu as. que j'ai. En fait, derrière, en fait, on va avoir beaucoup aussi de vinyle. Ouais. Le vinyle qui va en fait ressortir plus une lumière, qui va vraiment avoir volonté de faire ressortir Trinity de l'ombre. Mm. Elle brille littéralement en fait Ouais, bah dans oui, un c'est les univers très matières noir. qui. Ouais. Exactement. Ça crée vraiment un aura très spectral. Il faut savoir que les personnages sont rarement oui, passifs. Ils sont toujours dans l'action, Oui. justement pour montrer que Bah, c'est pour ça la simplicité du vêtement aussi. exactement, pour montrer justement que eh ben, la silhouette épouse littéralement le vêtement, ou que le vêtement épouse la silhouette. Enfin voilà, dans tous les deux. Ouais. Puis il y a aussi c'est ce truc que tu disais au début par rapport à la société de Ouais, non-action, de non-mouvement, la exactement. société du spectacle, comme dirait Guy Debord, où tu t'es inactif dans une certaine mesure parce que tu n'es pas acteur de ta Mm, vie et tu te laisses embarquer par elle. Là où justement la simplicité du vêtement dans cette matrice a pour objectif justement de souligner cette idée d'action, de ouais. mouvement que tu provoques. Alors, au niveau des symboliques, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de symboliques, on a vraiment une croisée de plusieurs archétypes. Donc, une femme fatale, mais post-féminine. Un ange gardien, quelque part numérique aussi. Donc voilà, on a une certaine binarité entre une femme forte et Ouais. une femme objet. Puisque bah, elle est utile. Donc dans un ensemble, on a vraiment une parabole stylistique en fait entre la connexion du corps et celui de l'esprit. Et je pense que c'est ça qui ressort le plus. Parfait. Voilà. Écoute, bah, je te propose de parler de mon dernier Et bah film oui, qui est j'ai trop hâte beaucoup de plus savoir. récent que tout Ok. du coup, moi j'ai choisi de parler d'un film un peu plus récent Ouais. euh, parce que je voulais mettre une culture à l'honneur quand même. Et pour continuer dans cette idée de futur dont je parlais juste avant, j'ai décidé de parler de Black Panther. Ah ok, d'accord. Hein, Marvel, je sais que tu n'aimes pas ça. Alors du coup, les costumes, donc la costumière, voilà, c'est la première femme noire à avoir remporté l'Oscar du meilleur Ok, costume. je me disais bien. Donc c'est pas n'importe qui Ouais, c'est pas et n'importe je trouvais qui, ça ouais. important de justement Ouais, valoriser ouais, la ouais. communauté noire qui est souvent très mise de côté dans la Mm, mode. mm, mm. Et là vraiment on a un exemple hyper frappant. J'ai adoré ce film du point de vue stylistique, je le trouve exceptionnellement beau. Euh, les tenues sont incroyablement belles. D'ailleurs, elle s'est d'ailleurs inspirée de nombreuses tribus africaines dont elle a repris certains codes et justement elle a joué entre les codes de tradition plus ancienne et justement ce côté super-héros, Marvel, plus futuriste. Pour chaque clan du Wakanda, elle a justement pris des codes de certaines ethnies, de certaines traditions africaines. On retrouve notamment des références aux motifs géométriques botswanais dans le costume de T'Challa, donc, qui est le personnage principal, donc Black Panther, et les colliers des Dora Milaje, ainsi que des références aux tribus Maasai et aux coiffures zoulous. Notamment dans la reine Ramonda, qui du coup est la mère du personnage principal. Je te regarde, je fais l'histoire en même temps parce que je sais que tu maîtrises pas trop le. Et donc, on a une diversité assez exponentielle en termes de tissus, de perles, de couleurs, de formes, qui traduit justement du fait qu'elle s'est inspirée de nombreuses tribus différentes afin de rendre justement, parce qu'il y a tout un concept de tribu aussi au Wakanda. Chacun étant porteur de quelque chose, la connaissance, la puissance. Hein. Et, euh, et donc, du coup, on a vraiment une diversité assez importante. Chaque tribu, d'ailleurs, a une couleur particulière. On a le jaune, le vert, le rouge, le bleu. Enfin, voilà. Et donc, il y a volonté de remettre en valeur cet héritage plus ancien, de le réactualiser et de montrer que il peut rester toujours tendance. Du coup, ça s'inspire d'une tendance artistique mode, donc de l'afrofuturisme. Le film imagine une région du continent africain qui n'a jamais été colonisée par l'homme blanc. Et c'est donc le Wakanda, un pays à la pointe de la technologie. Ils ont des technologies extrêmement avancées en termes de défense, de combat. D'ailleurs, c'est un pays qui est protégé par une défense qui fait qu'on ne voit pas le Dans le pays. film?
Dans le film, ouais. Ah, ok. Oui, non, pas dans la réalité. Et dans les tenues, on a vraiment une rencontre entre la tradition, inspirée justement des anciennes tribus, et le futur. Et on fusionne les coupes traditionnelles, les tuniques, les vêtements plus cérémoniaux, avec des lignes plus contemporaines, plus modernes, justement dans cette perspective de réactualiser les anciennes traditions. On a une esthétique qui est ancrée dans l'histoire et qui se projette dans un futur qui n'existe pas, parce que c'est un futur complètement fictionnel, Oui. mais voilà, dans l'idée de ce que pourrait être aujourd'hui justement la mode et les tenues vestimentaires de ces tribus. Je vais détailler quelques personnages quand même au niveau des tenues. Donc on a T'Challa qui est le Black Panther, qui est donc le prince et le roi héritier du pays. Donc son costume s'inspire de motifs traditionnels botswanais, des motifs Okavango, et de la géométrie sacrée africaine, puisque y a vraiment une importance assez radicale sur les formes et les formes géométriques, notamment dans les cultures africaines et des différentes tribus, qui est renvoyée à des dimensions sacrées, culturelles, religieuses. Et donc Carter a voulu évoquer à la fois la puissance du personnage, puisque c'est un super-héros qui est prince d'un pays, la noblesse, puisque justement c'est le prince, il succède à son père qui vient de mourir, et la technologie, avec l'idée que la tenue est faite dans un métal particulier qui est extrêmement pliable, extrêmement malléable, mais extrêmement résistant. Il est connu dans l'univers Marvel comme étant le métal le plus résistant. On intègre des technologies plus particulières avec notamment les couleurs et la lumière. La tenue, lorsqu'elle est frappée, fait jaillir des éclats de lumière pour rentrer dans l'idée de technologie, tout ça. Et on est vraiment dans une tenue à la croisée entre justement ces cultures plus anciennes, avec les retours au symbolisme, et avec quelque chose de plus contemporain, avec justement ces technologies qui sont. Ensuite, on a les Dora Milaje, qui sont les gardes. C'est une tribu de femmes, c'est les gardes royaux. C'est des tenues qui sont inspirées des guerrières Maasai et Turkana, et aussi des samouraïs et des tribus philippines. Donc on a vraiment un mélange entre Coucou Art. coucou Earth. On a un mélange entre différentes cultures, puisque du coup on a des cultures plus asiatiques et des cultures plus africaines. Et donc on le voit aussi dans leur manière de se battre et dans la manière d'être. On a vraiment ce mélange culturel dans les tenues, qui vont elles aussi évoluer dans les épisodes, enfin dans les films d'après. Mais voilà, dans le premier en tout cas, on est vraiment dans des inspirations de ces tribus-là. Le rouge domine dans les tenues, et on a leurs colliers de perles en or qui sont inspirés des Ndembele. C'est des tenues qui sont travaillées par des artisans sud-africains, et donc on a vraiment l'objectif, encore une fois, d'ancrer des guerrières dans la tradition de femmes puissantes. Par ailleurs, on a dans ces perles certaines références symboliques pour manifester de l'appartenance à des familles particulières. Donc ça renvoie à plein de codes médiévaux qu'on retrouve beaucoup dans le monde, hein. Même en Europe, on a les blasons. Là, c'est pareil, on a des symboliques particulières pour envoyer vraiment à l'idée de clan, de famille. Et donc j'ai parlé de la reine Raymonda, maintenant, donc, du coup la mère de T'Challa. Elle porte des couronnes et des capes qui sont monumentales, et elles sont réalisées avec l'impression 3D. Donc on mélange encore une fois la technologie, et pour le coup dans la vraie vie, du coup, puisque c'est les nouvelles technologies pour créer des Là, tenues. c'est une vraie tenue dans la vraie vie. Ça a vraiment été fait en 3D, c'est ça? Le costume a été réalisé en Ok. 3D, ouais. Enfin, des parties du costume. Les tenues sont vraiment pensées comme des œuvres d'art pour envoyer justement à cet héritage de femmes fortes, puissantes. Euh, Elle est vraiment badass, genre. Du coup, l'afrofuturisme irrigue l'ensemble des tenues. Donc, on l'a dit, reprise de codes culturels anciens, mélange avec des technologies, que ce soit impression 3D, que ce soit revisite des tenues en termes de tissus et de matériaux. Ruth Carter a justement montré qu'on pouvait se réapproprier des cultures passées sans forcément leur enlever
leur histoire, leur culture, mais en les réactualisant, en les redynamisant. Et c'est ce qu'elle a fait dans ce film. Et c'est pour ça que je trouvais ça hyper important d'en parler. Parce que là, du coup, ça fait le lien avec les deux films que je parlais. Un film ultra futuriste, un film passé. Et là, justement, elle reprend des codes du passé, elle reprend des codes du présent. Elle mélange les deux et ça se transforme en une nouvelle mode. Du coup, c'est super cool et intéressant. Et vraiment, je trouve que les visuels est extrêmement saisissants. Après, grand film, pas grand film, on en pense ce qu'on en veut. Mais je pense que du point de vue des vêtements, c'est extrêmement beau. Je sais pas si tu as déjà vu des. Écoute, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. On espère que ça vous a plu. Parce qu'il a été bien long à il tourner. était bien long à tourner. On espère que ça vous a plu comme Ouais. type d'épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Ça permet de savoir si on fait d'autres épisodes ou pas. Exactement. Ou si on peut s'améliorer, bien évidemment. Voilà, si on peut améliorer, peut-être moins de films et peut-être expliquer plus de choses, je sais pas. Mais plus de films et moins de trucs. Voilà, dites-nous. Je te propose qu'on s'arrête là. Bah ouais. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à blabla. Tous les YouTube ads. Voilà, exactement. Et on vous retrouve la semaine prochaine, normalement. Dans un nouveau épisode. Dans un autre épisode. Et en attendant, on vous dit au revoir. Bah ouais. Prenez soin de vous. Bisous. Voilà, bisous.